Alors, une information, parce que cet événement, évidemment, c'est le vôtre. Il va y avoir un QR code qui va s'afficher juste derrière moi. Vous allez pouvoir, là c'est le moment, sortez vos téléphones portables, scannez le QR code et grâce à la plateforme Slido, vous dites comme vous voulez, vous allez pouvoir poser des questions. Alors je ne dis pas qu'on va toutes pouvoir les relayer, mais c'est très important que vous en posiez beaucoup parce qu'elles vont servir aussi de base de réflexion pour le prochain événement de ce type. Voilà, donc je vous laisse faire. Eh ben voilà, il est là, je vous laisse faire. Et n'hésitez pas à poser les questions, elles seront toutes étudiées. Voilà. Alors on le constate tous aujourd'hui, les mutations profondes auxquelles nous sommes confrontés, évidemment, nous imposent de faire évoluer en profondeur aussi bien nos modèles de pensée que nos pratiques. Mais comment faire? C'est pour trouver des réponses concrètes à cette question que nous avons convié, je vous le disais tout à l'heure en introduction, des intervenants de premier plan. Et la première d'entre eux, spécialiste en réglementation financière, en restructuration des entreprises. Elle a dirigé l'activité conseil et les programmes accélérateurs, c'est ça, de BPI France. Merci d'accueillir notre premier grand témoin, Fanny Letier. Ah, mais bien sûr, c'est à vous. Merci beaucoup Marie, merci à Gilles, Patrick et Jean-Luc pour leur invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce matin, très impressionnée par l'affluence et ravie qu'autant de monde soit venu à cette journée que je vois vraiment comme peut-être un moment de prise de recul, un moment bienvenu pour finalement reprendre la main, un moment peut-être pour reprendre la maîtrise du temps, de notre temps d'entrepreneur, du temps de l'entreprise. Alors c'est vrai, Marie l'a rappelé, j'ai un parcours un peu atypique, mais qui m'a permis en fait de voir pas mal de choses à Bercy, au CIRI, à Paris, à Bruxelles, dans la finance, et maintenant qu'entrepreneur de la finance chez Généo. Et il y a quelque chose qui me frappe, c'est comme si le temps s'était raccourci. C'est comme si, finalement, alors que les transformations dont on va parler toute la journée sont des transformations longues qu'on connaît depuis longtemps, qui sont des mutations profondes et qui donc se déroulent dans le temps, finalement ne se résolvaient et ne s'accéléraient que dans les crises. C'est comme si l'urgence était devenue le seul mode possible de fonctionnement dans la sphère politique, dans la sphère économique, dans la sphère financière, et où finalement, en fait, c'est les crises, c'est le sentiment d'urgence qui déclenche l'action, mais ça donne un sentiment d'agitation plutôt que de construction. Et donc, le risque, je vous le dis tout de suite, c'est le sentiment de burn-out collectif. Alors, il est urgent, peut-être, de redonner sa place au temps long. Parce qu'on est tous ici entrepreneurs, et quand on est entrepreneur, ce qu'on aime, c'est l'action, ce qu'on aime, c'est bâtir. Je parle souvent de bâtisseur. On aime en fait agir, avoir le sentiment qu'on imprime une marque, qu'on sert à quelque chose, qu'on apporte des solutions à travers notre métier, quel qu'il soit. Et ça, ça demande du temps. Et c'est justement cette vision longue qui nous permet d'emmener les équipes, qui nous permet d'emmener les partenaires. C'est le temps long qui rend possible. Et donc c'est dans le temps qu'on développe les compétences, qu'on construit, qu'on développe des innovations, qu'on construit des partenariats stratégiques, qu'on fait des champions mondiaux et aussi qu'on a un véritable impact. L'impact, on y reviendra sûrement souvent au fur et à mesure de cette journée, mais j'y reviendrai. L'impact, ce n'est pas des beaux slogans. L'impact, c'est des engagements forts, durables, constants surtout, pour faire évoluer nos modèles d'affaires, pour devenir contributifs. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. Un entrepreneur se projette au moins à l'échelle d'une génération. Pour fabriquer des ETI, pour faire des ETI des champions mondiaux, ce qui est ma vocation, il faut 21 ans en moyenne. Chez Généo, on s'est dit on va faire une société d'investissement d'un nouveau genre qui a 99 ans de durée de vie. Pourquoi? Juste pour jeter un pavé dans la mare, ce n'est pas notre horizon d'investissement, mais juste pour dire que le temps ne doit pas être un problème et qu'une entreprise doit se déterminer par rapport à son cycle naturel.
Ce n'est pas la même chose si on est dans le service ou si on est dans l'industrie, par exemple. Et donc, ce temps long, il est fondamental. Alors évidemment, vous allez me dire, on ne peut pas être que dans le temps long. On a évidemment la trésorerie, les clients, les départs non prévus qui tout de suite nous ramènent à aujourd'hui, là, maintenant, voire l'heure qui vient. Et puis, c'est vrai, on le sait déjà, à horizon 2030, ce qui est le thème de la journée, il y a déjà beaucoup de choses dont on sait qu'elles vont arriver et qui sont perturbantes. La planète va se réchauffer d'1,5 degré, on va être 8,6 milliards d'habitants dans le monde, il y aura 125 milliards d'objets connectés, on va consommer chaque année 1,7% de plus d'énergie. Évidemment, tout ça change la donne, ça provoque des conflits, des tensions sociaux, géopolitiques, des crises de l'énergie, des crises de l'eau, et ça provoque aussi la montée des inégalités, la montée des populismes, et évidemment l'émigration et tout ce qui peut être perturbateur avec. Ça provoque aussi, et je tiens à le dire, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on voit aussi les opportunités, et il y en a beaucoup. Peut-être de repenser la façon dont on fait nos métiers, de faire évoluer nos modèles d'affaires, et d'avoir ce leadership sur notre marché, d'être celui qui a un coup d'avance et qui va avoir le projet attractif que les gens vont avoir envie de rejoindre, soit quand ils cèdent leur entreprise, soit quand en fait ils cherchent la première entreprise dans laquelle travailler. Et donc c'est vrai, il faudra un cap de long terme, mais c'est vrai qu'il va falloir adapter le chemin parce que le monde autour de nous est plein de transformations et évidemment, on n'est pas là pour fermer les yeux. Alors, comment faire ? C'est compliqué, on demande beaucoup aux entrepreneurs et on n'est pas des super-héros. Alors, je vais essayer de vous partager quelques éléments pour évoluer dans ce monde en transformation permanente. Le premier élément, je le disais, c'est se donner des points d'ancrage. Il en faut, tout ne peut pas bouger en permanence et je crois que le leadership, c'est donner ces points d'ancrage à ses équipes. Le monde extérieur ne fait pas l'agenda de l'entrepreneur. Les politiques ne font pas l'agenda de l'entrepreneur. L'agenda de l'entrepreneur, c'est ce pourquoi il se lève le matin. C'est votre ancrage personnel qui surdétermine l'ancrage de l'entreprise, la vision que vous partagez et derrière laquelle il faut embarquer, ça vient de l'intérieur. Et effectivement, le monde extérieur et la prospective peut aider. Et ben c'est les conditions dans lesquelles vous allez le faire et qui font que vous devez adapter le chemin. Mais ce point d'ancrage, il est fondamental. Il peut s'appeler raison d'être, il peut s'appeler mission, il peut s'appeler projet tout simplement, mais il est fondamental. Le deuxième, c'est la gouvernance. Pour ceux qui me connaissent, je suis une ayatollah de la gouvernance d'entreprise parce que je pense que c'est une hygiène de vie. C'est le lieu de la prise de recul. C'est elle qui vous aide à faire le plus dur, c'est superposer le court terme, le moyen terme, le long terme en permanence. Parce que vous avez des gens qui ont des antennes et qui vous donnent un regard extérieur sur l'entreprise et vous aident à reprioriser en permanence et à adapter le chemin en permanence vers votre cap de long terme. Le troisième point, c'est le capital humain, ça a été dit, c'est le sang de l'entreprise, les hommes et les femmes qui la constituent, c'est la clé du succès. Ça veut dire en fait l'évolution des compétences, ça veut dire l'engagement des équipes, l'évolution de l'organisation. Chez Généo, pour un financier, on a fait quelque chose de pas commun, c'est qu'en fait on suit un indice de capital humain parce qu'on est persuadé que les entreprises qui surperforment cet indice de capital humain vont surperformer leur marché. Et puis le dernier point, c'est le jeu collectif. C'est pour ça que vous êtes ici, je pense, ce matin. Un entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau, ça voit grand, ça voit loin, et ça joue collectif. Et nous sommes dans une économie qui est une économie aujourd'hui de parties prenantes. Il est impossible d'affronter tous les défis qu'on va voir seul. On le fait en équipe, on le fait avec un écosystème. Et donc, il faut embarquer ces équipes, embarquer ses fournisseurs, ses clients, faire des partenariats, être parfois dans la coopétition avec ceux qu'on voyait avant comme ses concurrents. Et ça veut dire aussi, et c'est un point fondamental, repenser le partage de la valeur. Le partage de la valeur avec toutes les parties prenantes, c'est les salariés, bien sûr, et prioritairement.
Les entreprises qui ont mis en place l'actionnariat salarié surperforment les autres aussi. Mais c'est aussi finalement toute la chaîne de valeur. On l'a vu au moment du déconfinement, c'était les chaînes de valeur qui devaient repartir ensemble et d'un bloc, et sans oublier les territoires. Chez Généo, on donne 7% de la valeur créée aux territoires dans lesquels les entreprises sont ancrées. Sinon, vos parties prenantes lâcheront avant la ligne d'arrivée et vous n'atteindrez pas le cap. Alors, pour finir, je dirais donner du sens. Ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, et ça revient comme une tarte à la crème, vous me direz. Mais si je veux finir là-dessus, c'est parce que de toutes les mutations, la mutation sociale, sociétale, me paraît celle qui est la plus compliquée à appréhender par l'entrepreneur. Et elle nous pousse dans un double mouvement qui est, je pense, en train de s'esquisser, pas complètement clarifié. Le premier mouvement, c'est l'entreprise responsable. Ça, vous voyez bien ce que c'est. L'entreprise qui fait évoluer ses pratiques managériales, la façon de faire son métier, pas son métier, mais la façon de le faire pour qu'effectivement ce soit plus soutenable, plus durable, plus acceptable. Et donc, si on a des externalités négatives, il faut les reconnaître, les réduire, voire les supprimer. Mais le deuxième mouvement qui est entamé en même temps, et il est fondamental, c'est celui de l'entreprise contributive. Je pense que c'est Patrick qui le disait, on demande beaucoup aux entrepreneurs, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas motivant? Moi, je le vois en tant qu'ancienne fonctionnaire. Je croyais au service public, je crois toujours au service public, à l'intérêt général, et je retrouve chez les entrepreneurs cet engagement au service de la cité. Et finalement, ces objectifs du développement durable, ces 17 objectifs du développement durable, on peut tous y contribuer, quel que soit notre secteur. Il n'y a pas des beaux secteurs et puis des secteurs qui seraient, problématiques. Moi, je suis une fanat d'industrie. Je pense qu'il n'y a pas de nation forte sans industrie forte. On peut utiliser les compétences que l'on a, les capacités de R&D, les moyens financiers, le leadership que l'on a pour être aussi à la manœuvre sur ces changements et devenir une entreprise contributive. J'aime bien citer une entreprise auquel personne ne s'attend, qui est une entreprise dont la marque est WC Lock et Nigea. Elle fait des toilettes mobiles sur les chantiers BTP et événementiels. Et c'est une entreprise responsable. Elle féminise ses équipes, elle inclut les handicapés, elle a de l'actionnariat salarié, elle a fait son bilan carbone. Et elle sait que si elle ne l'avait pas fait, elle serait moins bien financée, ce serait plus cher, elle aurait du mal à attirer des talents. Mais elle voulait être contributive. Et elle va fabriquer des toilettes pour handicapés pour que tout le monde ait accès au grand festival de musique. Et elle va valoriser les urines pour en faire de l'engrais agricole. Et elle va aider les collectivités locales à mettre au point des toilettes qui économisent 8 litres d'eau par chasse d'eau. Elle est devenue contributive et elle va concilier performance et sens. Et donc, je vais laisser la place à tous les intervenants de ce matin, mais c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Pour moi, être entrepreneur, c'est le plus beau des métiers, c'est celui qui a le plus d'impact. Et vous avez la chance d'être à la manœuvre pour concilier performance et sens. C'est à vous de jouer. Ne partez pas, Fanny. Fanny Lethier. Alors, je vous invite à vous asseoir près de moi. Fanny, vous restez avec nous parce que vous allez sinon dialoguer. En tout cas, on va accueillir quelqu'un ensemble et on va revenir ensemble aussi en développant certains des points que vous avez soulevés. Il est philosophe. Voilà, il est là. Il est philosophe, il est auteur, il est conférencier, il se définit comme un chercheur pratique. Il ne pouvait malheureusement pas être avec nous, mais grâce à la technologie, nous pouvons être avec lui. Merci d'accueillir à distance Marc Halévy. Bonjour Marc Halévy, soyez le bienvenu. Alors votre dernier ouvrage en date s'intitule Le Monde en 2050. Alors ça tombe très bien parce que 2030 c'est sur le chemin de 2050. Donc ça va être une promenade de santé pour vous de nous parler de 2030 puisque vous vous êtes projeté bien au-delà. Avant de voyager dans l'avenir pas si lointain et en écho aux propos de Fanny Lethier que vous avez pu entendre, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer rapidement ce que vous considérez comme
on sait, on est dans une période charnière, hein, et il y a des ruptures dans notre société. Vous les avez définies. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Oui, très rapidement, chère Marie, nous sommes effectivement en train de vivre une bifurcation, qui est un mot qui vient en fait de ma spécialité, parce que vous avez la gentillesse de me présenter comme philosophe, mais je suis d'abord physicien des processus complexes, et le processus humain est un processus vachement complexe, croyez-moi, et donc c'est un champ d'application remarquable. Et donc, nous vivons une bifurcation, ça veut dire nous vivons un saut de complexité. Et donc, nous quittons le monde qui s'appelle le monde de la modernité. Nous entrons dans un nouveau monde qui reste à construire. Et là, je rejoins complètement Gilles qui disait tout à l'heure que l'entreprise sera le moteur de cette bifurcation. Oui, c'est bien l'entreprise et l'économie qui seront les moteurs de cette bifurcation et non pas le monde politique qui, on le voit, on le constate un peu partout, est en pleine déliquescence aujourd'hui. Donc, il ne faut plus compter sur l'idéologie. On parlait des ruptures, Marc Halévy. Alors, vous en déterminez 5 principales, hein, la rupture écologique, la rupture techno-numérique, la rupture organisationnelle, la rupture économique, la rupture générationnelle. Vraiment très rapidement, parce que ça sert d'introduction finalement. Vous pouvez nous dire un mot de chaque? Avec plaisir. Donc voilà, le premier problème, c'est le problème des ressources. Donc la période d'abondance pour l'humanité est finie. Toutes les ressources sont en voie de pénurisation et donc il va falloir soit faire l'aveugle et aller vers l'épuisement, soit rentrer dans une logique de frugalité. Le deuxième point, c'est effectivement l'évolution et la métamorphose des outils technologiques. Nous sommes en train de passer d'une civilisation des technologies mécaniques à la civilisation des outils et des technologies numériques, avec des dangers énormes. Parce qu'on le sait bien, les technologies numériques sont aussi des technologies qui ont une forte tendance à crétiniser les gens. Et il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour le comprendre. En revanche, l'intelligence technologique du numérique est un tremplin extraordinaire pour les entreprises. Alors on pourrait vous opposer aussi hein, que ce n'est pas que ça, hein, le numérique, les réseaux sociaux, et je dis ça moi en tant que handicapé digital et totalement réfractaire au réseau, donc je me fais l'avocat de ceux qui ont peut-être voilà, compris que ça pouvait être des outils d'information aussi, de culture. Je jette un pavé dans la mare. On est bien d'accord, il ne faut pas réduire le numérique à Facebook, hein, évidemment. Et je pense que dans les entreprises, le numérique a beaucoup plus d'importance en termes de robotique et en termes d'algorithmique. Et là, on a des vrais outils qui construisent l'avenir. Moi, les réseaux sociaux, j'ai un petit nom pour les appeler qui n'est pas très sympa. En fait, je les appelle les plateformes sociopathologiques anarchiques. C'est socio-pathologique, qui paraît intéressant. Enfin, réaction amusée de la salle. Et donc le troisième pilier, c'est organisationnel. Organisation. Donc ça, mais ça tout le monde le sait en théorie, mais en pratique, c'est pas si évident. C'est en fait de passer du modèle pyramidal monolithique classique à un modèle de fonctionnement en réseau avec la subsidiarité, avec des petites entités autonomes, avec un management non plus directif mais animateur, etc., etc. Et là, on a quelque chose d'énorme qui se met en place. Si on ne le fait pas, les structures vont se scléroser. Et si on le fait, il faut accepter des idées fondamentales, et notamment un mot-clé qui est le mot autonomie. Le quatrième rupture, c'est économique. Pardon ? Économique. La rupture économique. Pas seulement, entrepreneurial aussi. L'intra-entrepreneurship, c'est quoi ? C'est laisser l'autonomie à une personne ou à une équipe de proposer un projet et de le monter et de le construire. Donc cette notion d'autonomie est fondamentale. Il ne peut pas y avoir de créativité sans liberté. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu contraire au mode de management directif qu'il y avait dans le temps. Là, aujourd'hui, on a tous compris que c'est plus comme ça qu'il faut fonctionner. On a tous compris, sauf peut-être dans l'administration française. Et ça, c'est un autre débat. Et la dernière rupture, c'est la rupture générationnelle. Je vous laisse dérouler, hein, mais après, on va y revenir. Hein.
La rupture générationnelle, oui et non, parce qu'elle prend les 5 ruptures. Elle est en train de les vivre et de les intérioriser. Donc cette rupture générationnelle, c'est un peu le résumé des 5. Donc je vous parle de la 4e très très vite. La 4e très très vite, elle dit quoi? Elle dit que maintenant, ce qui fait valeur, c'est moins les matériaux que l'intelligence que l'on y met. Et donc, il y a très clairement un passage du matériel à l'immatériel. Et si on ne le fait pas, on va continuer dans une économie de masse et de prix qui tend vers la médiocrité généralisée. Et au contraire, un mot qui me plaît beaucoup, si on rentre dans cette valorisation du savoir-faire, de l'intelligence, de la connaissance, on doit développer une virtuosité. Ce mot est pour moi très, très fort et on y reviendra tout à l'heure. Et dernière rupture, mais c'est la personne qui vient de parler avant moi, là, j'ai oublié son prénom, pardonnez-moi. Fanny Lethier. Fanny, voilà, oui, Fanny. Elle en a parlé avec beaucoup de clarté, c'est le fait de donner du sens. Je pense que, pour parler en termes très très clairs, nous avons fonctionné ces 2 derniers siècles sur la notion de comment faire, et qu'aujourd'hui, et la nouvelle génération l'exige, il faut passer au pour quoi faire. Donc, non pas la cause pourquoi, mais en 2 mots, pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi la finalité? C'est quoi le projet? C'est quoi le sens que vous donnez à tout ça? Voilà les 5 ruptures, Marie. Merci Marc. Restez avec nous, Fanny. Une réaction à ce que Marc Halévy vient de dire. Oui, ça fonctionne toujours. Oui. À ce qu'il vient de dire. Et donc sur ces 5 ruptures, sur la virtuosité, la nécessité bien sûr de changer nos pratiques et la forme que tout ça peut prendre. Mais je pense que le point important, c'est effectivement d'être dans l'action et forcément, il faut choisir. Il faut se positionner en tant qu'entrepreneur. Parmi ces sujets, si on les prend tous, si on se dit on va devoir tout gérer, alors on est des espèces de boules anxiogènes qui peut paralyser l'action. La question, c'est comment je me positionne. Sur les risques, d'accord, mais lesquels sont majeurs pour mon entreprise, et donc je mets en place un plan d'action, mais aussi sur les opportunités, finalement, moi, comment je peux contribuer à faire changer les choses. Donc chez Généo, on écrit ce qu'on appelle des carnets de croissance, qui sont juste un positionnement stratégique d'un genre nouveau, qui est de dire voilà les sujets sur lesquels, mais 2 ou 3, je peux contribuer, les sujets sur lesquels il faut que je bouge, parce que sinon j'ai un risque majeur qui va se positionner. Et il est important de bouger au bon moment, je veux dire suffisamment tôt, et pas après de devoir... Oui, mais j'ai tendance à dire que celui qui ne bouge pas, pour le coup, il est mort, hein, parce que là, ça bouge autour de nous. Donc ça, on le sait. Et donc la question, c'est pour atteindre son cap, eh bien, comment en fait on s'adapte en permanence, sans vouloir trop embrasser, en choisissant ces combats par rapport à ce qui est l'essence même de notre entreprise. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que on en parlera peut-être un peu moins aujourd'hui, donc je passe le message, mais il y a un acteur qui doit bouger énormément, c'est le monde de la finance. Il n'y a pas d'entreprise sans carburant dans le moteur, et le moteur, c'est la finance. Et donc c'est comme l'environnement politique est facteur de pression pour les entreprises, alors qu'il devrait leur donner de la sérénité, la finance aussi. Et donc, quelle est la remise en question de la finance qui doit se positionner comme une finance, nous on appelle ça, notre raison d'être, c'est la finance positive, celle qui rend les choses possibles. Après, la question c'est le comment, mais d'abord c'est pour faire, c'est ce que disait Marc, c'est d'abord pour faire qu'on avance. Et donc, ça veut dire changer complètement les gens. Les ressources humaines, c'est aussi chez nous. Si on prend tous des clones qui ont les mêmes profils et qui raisonnent tableau Excel, ça ne va pas marcher parce que c'est comme les futurologues. Hein. Les tableaux Excel, ça ne marche jamais, ça ne se réalise jamais. Ça va plus vite, ça va moins vite, il se passe des choses imprévues. Mais donc voilà. Et donc, changer les compétences des équipes dans les banques, dans les fonds d'investissement, chez les assureurs, pour intégrer cette compréhension des phénomènes écologiques, des phénomènes digitaux, etc. Chez Généo, on appelle ça des business partners, des partenaires business, qui ont fait tout sauf de la finance, mais croyez-moi, qui comprennent l'entreprise. Marc, je disais, vous êtes intéressé dans votre dernier ouvrage au Monde en 2050. Nous, on s'est dit ce matin, voilà, déjà 2030 et après. Mais comment voyez-vous
notre monde en 2030, alors la question est trop vaste, mais en tout cas la place de l'entreprise dans les années qui viennent. La place de l'entreprise, elle est centrale, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, de 2030, je ne sais pas qui a choisi cette date, mais elle est intéressante parce que du point de vue de la modélisation de l'évolution du système socio-économique, 2030, en gros, c'est la fin de ce qu'on appelle dans mon jargon la période chaotique, c'est-à-dire qu'au moment où on sort d'un paradigme, c'est d'un mode de fonctionnement et qu'on rentre dans un nouveau paradigme, c'est un nouveau monde de fonctionnement. Entre les deux, les régulations anciennes ne fonctionnent plus et on est en plein dedans là pour l'instant. Je suppose que j'apprends rien à personne. Hein, nous sommes dans un monde dérégulé aujourd'hui, pas seulement dans la relation avec la nature, mais la relation avec les autres humains. On est dans un monde complètement dérégulé, donc chaotique, et à un moment donné, il va y avoir l'émergence de nouveaux systèmes de régulation qui vont fonder le nouveau paradigme. Et ça, c'est probablement aux alentours de 2030, comme par hasard. Et moi, j'avais choisi la date de 2050, parce que 2050, ça veut dire qu'à ce moment-là, le nouveau paradigme commencera à être à peu près établi. Et on peut peut-être à ce moment-là se dire, allez, oublions le chaos que nous venons de passer et que nous avons déjà vécu. Hein. La fin de l'Empire romain, c'était un chaos. Le passage du haut Moyen-Âge au bas Moyen-Âge, c'était un chaos. La Renaissance, c'était un chaos. Et ben voilà, la fin de la modernité, c'est effectivement une période chaotique et on est en plein dedans. Il suffit de lire les journaux pour le comprendre. Donc on est bien là en 2030 à quelque chose qui va être, je pense, l'émergence vraiment du nouveau paradigme qui va nous mener pendant en gros 550 ans en moyenne si on en voit les historiens. Et donc ce nouveau paradigme, moi je veux bien vous en parler si vous voulez et dresser quelques traits de son portrait. Là tout de suite maintenant ? Comme vous voulez. Parce que là, j'allais vous dire merci beaucoup, Marc Halévy, parce que nous avons un certain nombre d'invités qui vont se succéder sur ce plateau. C'est le pire qu'il peut me faire, là. Alors, comme je suis très, très bien élevée, vous avez 1 minute, Marc. Eh bien, en 1 minute, 7 mots-clés. Ça veut dire, le premier mot-clé, c'est continentalisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est clair que l'idée de l'État-nation, elle est morte. Et ça, j'insiste là-dessus. Et donc, nous sommes devant un monde qui se continentalise. Deuxième idée, c'est que la notion de réseau va supplanter toutes les autres organisations. Troisième idée, je l'ai noté tout à l'heure, c'est l'autonomie et l'autonomisation de toutes les entités, tant personnelles que collectives, mais avec une éthique derrière. La quatrième, c'est la frugalisation du point de vue écologique. Nous ne pouvons plus continuer à croire que l'on peut fonctionner dans l'abondance. Le cinquième point, c'est que nous allons vivre de plus en plus dans la proximité économique en termes matériels, alors que en termes immatériels, évidemment, le monde est notre domaine à tous. Mais matériellement parlant, nous allons de plus en plus être dans la proximité. Sixième, c'est la dématérialisation des patrimoines. Et là, désolé pour mon ami Fanny, mais maintenant, ce qui fait valeur, c'est pas la finance, c'est l'intelligence. Et que le problème n'est plus la finance, mais le financement. Et que le financement a d'autres ressources que le financier. Mais je ne crois pas que Fanny ait opposé finance et intelligence. Hein. Bon. Au service Moi, oui. Bon, et donc... OK. Et le dernier point, c'est, excusez-moi du mot, et je ne suis pas français, donc ce mot ne me fait pas peur, je sais qu'en France, c'est un vilain mot, c'est que nous sommes en train de vivre une respiritualisation du monde, c'est-à-dire... Une respiritualisation. Nous sommes en train de revivre la remontée des spiritualités. Ouais. Je n'ai pas parlé de religion. Soyons bien clairs là-dessus. Je ne parle pas du tout de religion qui sont tous en train de s'effondrer, mais bien de spiritualité, c'est-à-dire donner du sens et de la valeur à ce que l'on est, à ce que l'on fait, à ce que l'on dit et à la connexion que l'on a avec le monde, avec les autres, avec la société. Bon, alors...
Oui, évidemment, ça n'engage que vous, parce que malheureusement, on ne peut pas développer davantage. En revanche, votre numéro de téléphone portable, Marc, va s'afficher. Et nos amis vont pouvoir vous demander des consultations particulières. Non, non, je plaisante. J'invite évidemment à se référer à votre ouvrage « Le monde en 2050 ». Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous, Marc Halévy, ce matin. Merci beaucoup, Fanny, à vous aussi pour ces éclairages extrêmement précieux.